Sans plus tarder, on va passer à la première présentation avec Paul Paradis, qui va nous euh, introduire à sa présentation. Paul a maintenant 60 ans d'expérience en astronomie qui le passionne depuis sa tendre enfance. Il a fait sa première observation de la surface lunaire avec une petite lunette de 60 mm. Ce n'est qu'en 2005 qu'il a fait de l'acquisition de son premier télescope et est devenu un astronome à moteur. Ça, c'est Paul. En 2007, il s'initie à l'astrophotographie, une passion qui le compte toujours. Et depuis 2015, il a le privilège d'animer un atelier d'initiation au logiciel PixInsight lors des événements annuels de l'ACAIC. En 2020, il a produit une série de vidéos portant sur l'initiation au logiciel PixInsight. Ces vidéos sont présentement disponibles sur le site web de la FAC à la rubrique Formation. Comme PixInsight est en perpétuel développement, une mise à jour de ces vidéos devrait remplacer la présente série d'ici peu. Alors, Paul, c'est à ton tour. Ça. Ah non, attends, il faut partager l'écran. Non, non, mais pour le voir, ici, ici. Et voilà. Bon, alors bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien? Je vais essayer de porter ma voix, là. Dans une vie antérieure, j'avais à hurler aussi pour que mes étudiants m'entendent. Alors, merci Robert pour la présentation. Alors, comme c'est écrit, ben alors c'est une introduction au traitement d'image. Quand Robert m'a invité à faire la présentation, j'ai demandé combien d'heures j'avais. J'ai su que c'était 50 minutes. Alors, j'espère rentrer dans le temps. De toute façon, il va me blaster si jamais ça déborde. Alors donc, l'objectif de la rencontre aujourd'hui, c'est une introduction qui s'adresse à des débutants, puis un peu aux intermédiaires aussi. L'objectif, c'est de faire un survol là, des concepts ou des étapes là, à travers lesquelles on passe là, pour faire le pré-traitement des images et le traitement. Puis évidemment, bon, ben, j'ai l'habitude d'illustrer mes concepts à l'aide d'outils. L'outil que je vais utiliser, c'est PixInsight, mais ce n'est pas un atelier d'introduction à PixInsight. Il y a plein de choses que je n'expliquerai pas, là, comment paramétriser pour que ça soit idéal puis que ça soit parfait. Je vais l'utiliser. D'accord? Alors, j'espère que vous ne serez pas déçus. Donc, l'idée de base, c'est que vous avez fait de l'acquisition d'images. Vous avez donc des images du ciel, vous avez des images de calibration aussi. J'imagine que vous savez de quoi je parle là, quand on parle des dark, des flats et tout ça, là. Alors, l'idée, c'est on part avec une image du ciel là, qui est comme celle-ci, 3 minutes de la nébuleuse d'Andromède, puis après le traitement, le pré-traitement et tout ça, on va s'arranger pour arriver à une image qui a de l'allure, présentable. C'est le but. OK, donc quelques mots tout simplement pour vous dire, bon, qu'est-ce que j'ai utilisé pour faire l'acquisition, une petite lunette Red 4 ici, une caméra ZWO avec un échantillonnage de 3,84 arcs secondes par pixel, donc un champ d'à peu près 4 degrés et demi par 3 degrés et demi. Bon, là, il faut que je place ma souris comme il faut, là. OK. Alors donc, les étapes importantes quand on fait le pré-traitement, ben, au départ, il faut examiner ces données pour s'assurer que toutes les images sont utilisables. Ensuite, bon, alors, on va passer les différentes étapes ici, qui sont quelque part là. La souris ne veut pas suivre. Je pense que si je... Elle s'en vient, elle s'en vient. Ah, peut-être que ça va être ça. Merci. Ah, es-tu mieux? Oui. Alors, donc, elle a changé de forme, par exemple, mais c'est pas grave. Alors, donc, on va passer par la calibration aussi. On va en parler tantôt, correction cosmétique pour enlever des pixels chauds ou des artefacts. Il faut reconstruire aussi la matrice de Bayer. Alors, chaque pixel, alors dans une caméra couleur, vous avez des pixels rouges, verts et bleus. Il faut associer les bons pixels aux bonnes couleurs. Ensuite, on va évaluer aussi la qualité des images parce que quand on va les combiner, il y a des images de moins bonne qualité auxquelles il faut donner un poids moins important. Après ça, il faut aligner les images.
parce que pendant l'acquisition, si vous avez bien fait votre travail, vous avez déplacé votre télescope entre chaque image pour éventuellement permettre de les nettoyer, ce qu'on appelle en chinois du dithering. Ensuite, on va peut-être aussi éventuellement, bon, la normalisation, ça c'est moins important, là, je vais en glisser un mot tantôt. Puis après ça, il faut empiler les images puis faire un peu de réjection. On va en glisser un mot aussi. Bon, alors, quel que soit le logiciel que vous allez utiliser, probablement que vous avez accès à toutes, c'est à des outils qui vont faire tout ça. Que ce soit, moi, je vais utiliser PixInsight pour vous le montrer, mais dans Cyril, ça doit fonctionner. Dans CCD Stack, ça doit fonctionner. Deep Sky Stacker, ça doit fonctionner. En tout cas, il y a moyen. Alors, l'idée, c'est d'aller chercher les bons outils. En PixInsight, toutes les étapes, sauf le blink, se retrouvent dans un script où tout est combiné. On a simplement à mettre les images à la bonne place, paramétriser comme il faut, pèse sur le piton, puis ça donne, comme dirait Martin, la machine à saucisse va partir, plop, 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 puis ça va sortir. OK. Alors, la première étape, c'est le blink. Alors, vous entrez vos images, puis vous les examinez. Bon, là, j'avais produit quelque chose de montrer un petit peu à quoi ça pourrait ressembler. Montrer aussi le dithering, sauf qu'en faisant le fondu entre mes images, vous ne voyez pas ce qui se passe. Bon, on va passer à travers. On va passer par-dessus ça. On n'y niaisera pas avec le POC. Si vous avez remarqué, peut-être que ça a bougé un petit peu. C'est l'essentiel. Bon, et toi. Bon. Alors, ensuite, les outils dont j'ai parlé tantôt pour faire la calibration, bien, dans PixInsight, vous pouvez faire le travail manuellement, étape par étape, ou sinon avec le script. Bon, pour des fins instructives, là, je peux vous présenter les différents outils. Donc, la calibration peut se faire. Je vous répète, c'est quoi la calibration? Donc, on a des images qui sont ici, peut-être. Oh boy, c'est fou braque, ça. Alors, vos images sont là. Après ça, donc, vous allez avoir des darks que vous allez combiner pour un master dark. Vous avez des flats que vous allez combiner aussi. Vous allez les calibrer avec un master flat dark. L'idée étant que les lights et les flats sont des images de photons, donc pourquoi pas les calibrer avec des darks de même durée puis de même température. Et finalement, quand on calibre tout ça, ça donne une image calibrée qu'on va ensuite combiner selon les différentes étapes qu'on a vues tantôt. Jusque-là, ça va. Bon, alors après ça, il y a d'autres outils comme la correction cosmétique qui va permettre d'enlever, par exemple, des pixels chauds, des artefacts, les colonnes défectueuses aussi, si vous en avez. Qu'est-ce que le débailleur, c'est d'attribuer les bons pixels aux bonnes couleurs. Alors, selon votre type de caméra, selon la matrice de Bayer, les pixels rouges, verts et bleus ne sont pas nécessairement en même place. Si vous ne faites pas le bon choix, vous allez avoir des nébuleuses qui vont être vertes ou orangées ou violettes. Alors, il faut faire attention. Fouillez sur Internet pour avoir la bonne matrice ou faites des tests. Vous essayez. Ou sinon, dans le FitSadder, on sait de quoi je parle, là, c'est-à-dire l'information associée à chaque image. C'est souvent écrit si votre logiciel d'acquisition est assez complet. OK. Ensuite, l'analyse des images, ça ressemble à ça, où on examine chaque image en termes de qualité là, des étoiles, par exemple, la rondeur, le rapport signal-bruit, etc., pour donner un poids à chaque image. Par la suite, on va aligner aussi les différentes images, donc les étoiles, OK? Parce qu'éventuellement, si on a déplacé la lunette entre chaque image, il va falloir réaligner toutes ces étoiles-là. C'est important. Et finalement, on empile le tout. En fait, non, la localisation, bon, la normal localization, on va laisser faire, là, on n'en parlera pas. Après ça, c'est l'intégration. Donc, on fait la moyenne pour avoir le meilleur rapport signal-bruit. Il y a des outils de réjection aussi qui apparaissent avec certains critères. Là, je rappelle rapidement, c'est quoi la réjection? Imaginons que vous avez plusieurs images. Ça, c'est tiré d'un vidéo d'Adam Block, là, dont une image avec une trace de satellite. Bon, est-ce que vous allez la mettre aux poubelles? Non, on va la garder. L'idée, c'est que, bon, évidemment, il faut que l'algorithme sache quoi faire avec cette image-là pour pas que ça reste dans l'image intégrée. Alors, l'idée, c'est la suivante. Alors là, vous avez l'intensité de chacune ici, quelque part. Vous avez l'intensité pour chacune des images où il n'y a pas de trace de satellite. Et finalement, le dernier point, le 2182, ça, c'est l'intensité
du pixel sur lequel on a la trace de satellite. Alors, comment est-ce que le logiciel fait pour savoir que ça, il faut l'enlever? Alors là, il y a des questions statistiques. Alors, on trace ce qu'on appelle l'histogramme, qui est la distribution des intensités en fonction là, de... Bon, vous avez l'intensité ici, puis de l'autre côté, vous avez le nombre de pixels qui ont cette intensité-là. Et là, vous remarquez que ce point-là est très loin. Alors, si on est capable d'évaluer la largeur à mi-hauteur de cette distribution-là, alors si ce point-là est suffisamment loin de cette distribution-là, on l'enlève. Bon, on parle de sigma, etc., etc. Là, c'est des statistiques. Alors là, vous pourrez vous inscrire au cours de statistiques de votre cégep préféré là, pour comprendre comment ça marche. Mais ça fonctionne très, très bien. OK. Alors, on continue. Bon, le reste, ce n'est pas très, très important. Alors donc, si je prends le script maintenant, plutôt que d'y aller étape par étape, alors tout ce que vous avez à faire, c'est d'insérer ici les différentes images, là, donc vos images du ciel profond, vos flats, vos dark, avec les bonnes durées. Et là, on fait rouler le système. OK, je n'irai pas dans le détail, on n'a pas le temps. J'avais plein de diapos, mais ça, on laisse tomber ça. On va aller plus loin. Juste avant de partir aussi, bon, avec une image couleur, ce qu'on peut faire, évidemment, vous savez que trois couches, hein, rouge, vert, bleu. Alors, on a le choix de générer une image couleur complète, RGB, ou on peut aussi travailler sur chaque couche. Donc, séparer l'image en trois, de telle sorte qu'au lieu d'avoir 63 images, il va en avoir 189. Il va ensuite, alors, il va faire son travail, il va évaluer la meilleure des 189 images, puis il va aligner toutes ces images là-dessus. Alors, à la fin, ça va vous en donner trois. Ça va éviter d'avoir, par exemple, des petits artefacts rouges ou bleus sur les coins des étoiles, là, la diffraction différentielle, etc. OK. Et finalement, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec ce logiciel-là, vous avez ici la liste complète des opérations qui vont être faites. Ça correspond à tout ce dont on a parlé tantôt. Une fois que le logiciel a fait son travail, l'algorithme, il vous sort un résultat comme ça. Et puis ici, il vous dit que tout a fonctionné correctement. Alors, j'imagine que dans d'autres logiciels, vous avez quelque chose d'équivalent qui vous dit que toutes les étapes ont fonctionné correctement. Dans ce cas-ci, ça a pris une demi-heure à peu près. Ensuite, vous avez aussi une espèce de mini-log de Smart Report qui vous donne la liste des opérations qui ont été faites. Là-dedans, par exemple, vous pouvez retrouver l'image de référence qui a servi à faire votre registration, etc., etc., etc. OK. Alors, ça, c'est votre résultat à la fin. Oh, j'avais pas quelque chose ici, moi, là. Ah, j'ai pas mis ça. Bon, c'est bien plate, ça. Il me semble que j'avais une flèche, là. Bon, OK, c'est pas grave. On passe par-dessus ça. Ça, c'est pas important, c'est pas important, c'est pas important. Ça, c'est les résultats, là. Bon, ce qui est important ici, c'est ceci. Toutes les différentes étapes, là, l'algorithme, le script a déposé des informations. Alors, vous avez ici, par exemple, les images calibrées. Vous avez les images ensuite qui ont été nettoyées. Vous avez les images qui ont été débayerisées. Mais ça, ce qui m'intéresse, moi, c'est le master light, là. C'est les images ici, la meilleure image rouge, verte et bleue. D'accord? C'est avec ça qu'on va travailler dans la suite des opérations. Alors là, on est rendu maintenant au traitement. Alors, vous avez vos trois, là, je vais utiliser des mots anglais, là, Robert va m'arracher la tête, là. Trois master light, OK? Une pour le rouge, une pour le vert, une pour le bleu. Et c'est ça qu'on va combiner ensuite pour obtenir notre image sur laquelle on va travailler. Bon, alors le traitement, alors comme on va le voir tantôt, quand on va ouvrir les images, elles sont noires. J'imagine que vous savez pourquoi, sinon on va le savoir. Alors il faut visualiser l'image, mais sans modifier son contenu. Après ça, il se peut, à cause du dithering, que les barres soient scrap. On va les enlever. Ensuite, il y a du gradient, pollution lumineuse, la lune, peut-être même du vignettage. Il faut éliminer ça aussi. Il y a des outils pour faire ça. Est-ce que votre fond de ciel va être neutre après le retrait du gradient? Oui. Sinon, il y a des outils pour neutraliser le fond de ciel encore un peu plus. Il faut calibrer les couleurs, de telle sorte que les étoiles aient les bonnes couleurs, la galaxie aussi. Et puis après ça, si nécessaire, enlever du bruit. Ben, d'habitude, la première étape, une fois qu'on est rendu à la fin, là, du bruit, il y en a en masse. Alors, on va nettoyer ça. En jaune, vous avez les outils de PixInsight. Alors, on va voir ça étape par étape.
Alors, première chose, vous allez chercher vos trois images intégrées, les trois master lights, le bleu, le vert et le rouge. D'accord? Il y en a aussi l'équivalent qui sont déjà croppés ou rognés. Mais bon, pour les besoins de la cause, on va utiliser les images les moins belles. Jusque-là, ça va? Alors, alors ça, quand vous ouvrez vos trois images, ça donne ça. Pour chaque image, il y en a trois. Il y a l'image qui m'intéresse, mais il y a aussi les réjections. OK? On a dit tantôt qu'il pouvait y avoir des pixels chauds, des traces de satellite, des crayons cosmiques, whatever. Alors, vous avez, ouais, je pense qu'on va y aller ici avec ça, là, que les gens en Zoom le voient. Alors, il y a une image qui est les réjections high, trop lumineux. Puis il y a une image aussi, réjection low, pour les pixels froids, par exemple. OK? Alors, on enlève ça. Bon. Alors, pour chacune, il y en a trois. Alors, on se débarrasse de ces images de réjection. Ça nous donne ceci. Et là, je veux visualiser le contenu de ces images-là. Alors, je vais utiliser l'outil qui est en bas ici, là, ce que j'appelle le Screen Transfer Function. Alors, on va tout simplement cliquer sur le petit bouton qui est là pour activer la visualisation. Puis on va montrer tantôt que l'image, qu'elle soit noire ou qu'elle soit visualisée correctement, comme ça, là, le contenu n'a pas changé. Mon image est toujours linéaire. C'est-à-dire que le contenu de chaque pixel correspond au nombre de photons qui sont tombés dessus. On n'a pas modifié l'intensité relative. Ça va pour ça? Bon, là, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, regardons ça, c'est beau, ça. Ah oui, bon. Alors, je voulais vous le montrer. En fait, ça devrait être plus loin parce que mon image est déjà combinée. Ça arrive des fois quand on ne fait pas attention puis qu'on fait ça vite, 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 là. Alors, donc, imaginons que l'image est combinée, ce qu'on va faire tantôt. L'image est noire. Pourquoi? Parce que l'histogramme, ici, que vous avez là, est complètement tassé du côté gauche, du côté noir. L'intensité que vous avez pour les différentes couleurs là, sont données ici. La ligne mean, 0.00079, je pense. Alors, pour le vert, c'est 0.0020 ou quelque chose comme ça, à peu près trois fois plus que le rouge, et 0.0015 pour le bleu. D'accord? Tandis que si on applique la visualisation, regardez les valeurs, ça n'a pas changé. L'information est toujours la même. OK, ça c'est important. Ça va changer tantôt. Alors, je reviens plus loin. Alors là, ben, présentement, on peut identifier nos étoiles, nos images, parce que le nom des images ici est relativement long. Là. Si on traîne ça tout le temps, ça va être compliqué. Donc, je remplace tout simplement chacune par R, G puis B. La titre, c'est pas compliqué. Après ça, on va avoir nos trois images ici. On va les combiner avec un outil. Il y a sûrement l'équivalent dans d'autres logiciels qu'on appelle Channel Combination. On applique ça et ça donne ceci. Bon, là, ce que j'ai fait, vous allez dire, ouais, c'est bien laid, ça. Ben, l'idée, c'est qu'on a stretché visuellement les trois canaux également. Et rappelez-vous tantôt ce qu'on avait comme information pour l'intensité, trois fois plus de vert que de rouge. C'est normal, dans un bloc de 2 par 2, on a un rouge, un bleu, deux verts. Pas le choix. Alors, on peut aussi visualiser l'image, mais en désolidarisant les trois canaux, unlink, et ça va donner ceci. C'est plus naturel. Est-ce qu'on a changé les... Alors, vous vous rappelez tantôt, on n'a rien changé à notre image. L'information est toujours la même. Ça va? Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? On est toujours dans le mode linéaire. OK? Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Premièrement, si on zoome un peu puis qu'on regarde les coins, là, il y a de la cochonnerie là-dedans, là, dans ce coin-ci, là, ici, puis en bas. Alors, on va rogner. Je pense que c'est le bon terme, ce rogner. Oui, OK. Donc, en chinois, cropper. Alors, on va cropper avec un outil qui existe aussi. On essaie de garder le maximum d'informations et ça donne, voilà. Autre chose. Bon, n'importe quelle lunette ou télescope, le champ qu'on aimerait avoir, on aimerait qu'il soit plat, hein? Que les étoiles soient belles partout. Mettons qu'on rêve en couleur, à moins de mettre une hypothèque sur la maison, là.
Euh, alors, mes étoiles dans mon coin, par exemple, c'est le coin supérieur gauche, elles sont un petit peu déformées. Mon champ n'est pas tout à fait plat. Il existe des outils pour ramener les étoiles, les arrondir. L'outil qui existe, c'est celui-ci. Bon, qui ne fait pas partie du kit de PixInsight. Je vais vous en parler après. Ça s'appelle Blur Exterminator. Mais en réalité, ce que j'utilise, c'est la correction ici. Alors, avant, après. OK, on revient. Avant, après. Vous voyez que ça a été corrigé passablement bien. OK, on veut des images qui soient belles. Alors, cet outil-là fait partie d'une série d'outils. Il y en a trois, là, les trois qui sont à gauche, le Blur Exterminator, le Noise Exterminator, puis le Star Exterminator, qui ont été développés par un monsieur Russell Croman. Il faut les acheter. Mais une fois que vous avez ça, ça va simplifier grandement votre travail, là. OK? Si vous... On y va avec... Alors, on va parler des deux autres tantôt. Là, je vais en avoir besoin aussi. Alors, l'étape suivante, c'est de régler le code du gradient. Vous vous rendez compte là, que dans mon image ici, du côté rouge, en tout cas, du côté droit, c'est plutôt rouge, puis du côté gauche, c'est plutôt vert. Donc, il y a de la pollution qui s'est installée. Il faut enlever ça. Bon, dans PixInsight, bon, je vais vous montrer les 4 outils qui existent, mais je vais en prendre un. On ne fera pas les 4 là aujourd'hui, on n'a pas le temps. Alors, il y en existe un qui est automatique où on place des échantillons sur l'image, le fond de ciel, puis normalement, ça fait le travail. Il en existe un autre qui est plutôt de Dynamic Background Extraction, DBE, où là, c'est nous qui plaçons les échantillons. C'est celui que je préfère, à date. Il y en a un nouveau qui a été développé, qui est gratuit, qu'on peut aller chercher, c'est Draw Expert. Vous pourrez l'essayer. Ça ne coûte rien. On l'installe sur PixInsight, puis ça fonctionne bien. Mais je pense qu'il y a une version aussi qui est standalone, là, qui peut fonctionner aussi avec n'importe quel autre logiciel. Pardon? PixInsight utilise la version standalone. Il faut l'installer avant, c'est ça. Exact. Mais tu peux le faire aussi. Tu peux sortir de PixInsight puis revenir aussi si ça tombe. Puis il en existe une nouvelle aussi, un nouvel outil, le Gradient Correction, qui est apparu il n'y a pas longtemps. Mais il y a tellement de paramètres que je n'ai pas encore essayé, donc je ne touche pas à ça, là. Mais ça existe. Alors, celui que je vais utiliser, c'est celui-ci. Alors, on met des échantillons à gauche puis à droite. Dans le fond de ciel, il faut définir le gradient dans le fond de ciel. Mettez pas ça sur la galaxie, ça ne marchera pas. On spécifie aussi qu'on va soustraire le modèle. Alors, l'algorithme là, va calculer, va modéliser le gradient, il va le soustraire de l'image qui est là et ça va donner ceci. Alors, ça, c'est mon image corrigée. On a ajouté un petit DBE à côté de RGB. Ça, c'est mon modèle de gradient de pollution. OK? Et là, juste pour être sûr que tout est beau, je compare les deux. À droite, ici, ça, c'est l'image originale et ça, c'est l'image corrigée. Vous voyez aussi ce que j'ai fait aussi, j'ai pris un échantillon de ciel dans chacune des deux images, le même échantillon. Et là, je compare l'intensité, la moyenne de l'intensité de l'image originale. C'est ce qu'on a vu tantôt, OK? Là, j'étais trop loin, je ne vois plus rien. J'aurais dû grossir, mais bon. On a plus de verre qu'il faut, là. En fait, on aurait dû vous fournir des jumelles, mais bon, désolé. Et si on fait la même chose maintenant pour l'image corrigée, DBE, je peux vous le dire ici, c'est 0.0002, 0.0002, 0.0002. J'oublie les décimales après. Donc, on a aplani le fond de ciel, on l'a neutralisé. D'accord? Il n'y a personne qui a posé la question à savoir comment se fait que ce n'est pas 2 à la 14, les chiffres qui sont là, là. Bon, PixInsight normalise toutes les informations entre 0 et 1. 0, c'est noir, 1, c'est blanc. Alors que ce soit 2 à la 14, 2 à la 16, 2 à la 8, pas important. D'accord? C'est pas mal plus facile. Bon. Alors, une fois qu'on a fait ça, maintenant, l'idée, c'est de calibrer les couleurs. Il y a deux bons outils. Il y en a un qui s'appelle le Spectrophotometric Color Calibration qui va aller, en fait, qui va identifier dans cette image-là des étoiles dans un catalogue, puis pour lesquelles on a des informations spectrophotométriques. Il va calculer ensuite les corrections à apporter pour avoir les bonnes couleurs. Et avant, il faut faire un terme français, là, un plate solve.
une résolution astrométrique. Mais il existe aussi un autre outil qui date de beaucoup, beaucoup plus longtemps, mais qui fonctionne très, très bien avec une belle galaxie, c'est le Color Calibration. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Tout ce qu'on doit faire, là, c'est de définir un... En fait, il y a deux étapes. Il faut définir un fond de ciel, mais je l'ai déjà ici, mon preview 1. Il faut définir aussi un objet. Il faut trouver un objet là-dedans, là, dans mon image, qui correspond à du blanc, qui contient beaucoup de couleurs qui, mélangées ensemble, donnent blanc. La galaxie fait la job. Il y a des étoiles bleues, des étoiles rouges, jaunes, il y a des traces de poussière plutôt rosée, en tout cas. Alors, donc, c'est ça qu'on va faire. Donc, on va associer, on va prendre le preview 1 ici. Petite souris, viens ici. Alors, ce petit échantillon-là de ciel, on le place ici. L'autre échantillon, la galaxie, on place ça ici. Alors, on coche rien, on pèse sur le piton et ça donne le résultat qui est là. Alors, par rapport à ça, c'est ce que j'avais avant. Ça, c'est ce que j'ai maintenant. Les couleurs deviennent encore plus réalistes. On s'attend à ce que la galaxie, les bras soient plutôt bleutés et non pas verts. Hein? Il y a encore un peu trop de vert, on va voir tantôt. OK. Continue. Alors, une chose aussi que je voulais noter, c'est que dans l'échantillon qui est en haut à gauche, là, le petit échantillon ici, le fond de ciel, là, l'intensité n'a pas changé. On est encore à 0.0002. C'est simplement la couleur qui a changé. Continue. Bon, là, il y a du bruit. Il existe un autre outil qui est le Noise Exterminator. Bon, le mot peut porter à confusion, là. On réduit le bruit. On ne l'enlève pas. Sinon, ça va devenir comme de la cire chaude, là. Donc, l'exterminator, là, c'est bon. Mettons. OK, il faut le prendre avec un grain de sel, là. Alors donc, avant, après. Le seul paramètre avec lequel on peut jouer, là, c'est celui-ci, le denoise. Voyons, c'est où la souris, donc? Ah, ici. Bon, OK. Alors, vous ajustez ce paramètre-là ici pour augmenter ou diminuer l'intensité. Donc, on enlève le bruit. Là, je l'ai enlevé sur un petit échantillon. Je l'enlève sur l'image totale et ça me donne ceci. Alors donc, je complète avec l'histogramme. Alors là, je suis prêt à passer à l'étape suivante. Là, mon image est toujours linéaire. Les couleurs sont belles. Le fond de ciel est plus propre. Alors, on est prêt à étirer l'histogramme. L'étape suivante. Donc, l'image va devenir non linéaire, donc on peut étirer l'histogramme. Il y a plusieurs façons, on va en faire une seule, l'histogramme transformation. Si nécessaire, on peut réduire le bruit, on ne le fera pas tout de suite. Et là, bon, là, on va travailler. Alors, là, on a plusieurs éléments dans l'image. On a la galaxie, on a les étoiles. Si j'applique le même traitement sur la galaxie, mais que je ne protège pas mes étoiles, je vais les scraper. Si je fais un traitement sur les étoiles puis que je l'applique aussi sur la galaxie, je vais l'abîmer. Avant, on masquait pour protéger l'un et l'autre dans une autre vie. Maintenant, il existe un autre outil qu'on appelle Star Exterminator. Il existe aussi StarNet qui fait un travail presque équivalent. En tout cas, j'ai vu des cas où c'était WASH, mais en tout cas, c'est pas grave, là, et qui est gratuit. Alors donc, on va extraire les étoiles de l'image pour avoir une image galaxie puis une image étoile. Puis on va les traiter séparément, puis on va les recombiner après. Alors évidemment, sur la galaxie, on va essayer d'augmenter le détail, la structure, le sharpening. On va augmenter la couleur, on va faire un peu de saturation. Et puis éventuellement, peut-être un petit peu la même chose sur les étoiles. Le sharpening, je ne pense pas, là, mais un peu de saturation peut-être. On combine tout ça et tout le monde va être content. On pourra mettre notre photo pour la soumettre au prochain APOD. Presque. OK. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? Ce n'est pas compliqué. La façon la plus simple, là, j'ai ouvert mon Screen Transfer Function, puis le Histogram Transformation. Je vais tout simplement venir déposer l'information qui est dans le STF ici. Et ça me donne en haut le résultat auquel on va s'attendre. Ensuite, j'applique cette information-là sur l'image. Et là, ça me donne ceci.
mon histogramme est étiré. OK? Et éventuellement, on peut. Alors, évidemment, dans mon histogramme, là, vous le savez aussi, il y a 3 points importants. Il y a le point noir, ici, le black point, le point médian, le midpoint, puis le point le plus loin, dont j'oublie le nom parce que je ne m'en sers jamais. Alors, si on regarde les statistiques maintenant, toujours le même échantillon ici de ciel en haut à gauche. Maintenant, mon intensité est passée de 0,0002 à 0,28. Autant pour le rouge, le vert et le bleu. Bon, c'est beaucoup. D'accord? Donc, dans un premier temps, on peut réduire un peu l'intensité du fond de ciel de la façon suivante. Alors, je vais tout simplement, alors pour voir en direct là, ce que je vais faire, l'effet que ça va donner, je vais ouvrir ici ce qu'on appelle le Real-Time Preview, qui est là. Et là, je vais tasser le point noir, le black point, je vais le tasser à droite, parce que tout ce qui est ici à droite, là, à droite, c'est cette droite-là? Non, c'est gauche, excusez. À gauche, tout ce qui est à gauche du pic, ça ne sert à rien. Donc, on va tasser. Alors, vous voyez évidemment que le fond de ciel maintenant devient plus sombre. Alors, il reste maintenant à appliquer ce changement-là sur l'image finale et ça me donne ceci. Là, on se rend compte que l'intensité maintenant est passée de 0,28 à 0,18, 0,19. C'est encore un petit peu haut, mais ça, on arrangera ça après. C'est déjà mieux. Alors, on peut identifier l'image, blablabla, ça c'est moins important, là, j'aurais pas dû mettre ça. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Là, je ne me rappelle plus, mais on va le savoir bientôt. Ça s'en vient. Je pense que là, on va travailler sur... ah oui, là, on va extraire les étoiles. Parfait. Alors, on va chercher le process qui s'appelle Star Exterminator. On le fait apparaître. On l'applique sur l'image et ça donne ça, après quelques secondes. Ça dépend de l'ordinateur. Avec mon vieil ordinateur, ça prenait 20 minutes. Mais bon, ça, c'est notre affaire. OK, alors, là, vous avez votre image sans étoiles, de la galaxie, puis en arrière, vous avez l'image des étoiles uniquement. Et normalement, il est capable de bien identifier les deux, là. Il ne reste pas beaucoup d'étoiles normalement. Alors, on place les deux, on les identifie comme faux. Alors, les deux sont là. Et là, on va travailler sur l'image de la galaxie. Bon, une autre chose à dire. Alors, là, je vais travailler sur l'image de la galaxie. La seule chose, c'est que je ne veux pas abîmer le fond de ciel. Donc, on va devoir protéger le fond de ciel avec un masque. Bon, là, il y en a plein de façons de faire des masques. Il y aurait un masque de luminance, il y aurait un masque de range selection, il y aurait, en tout cas, moi, je vais utiliser le masque le plus simple compte tenu de la forme elliptique de ma galaxie. C'est un script qui s'appelle Game. Alors, regardez bien, c'est bien. Alors, ça s'ouvre comme ça. Là, vous cliquez sur le petit bouton ici Add, qui est là. Et là, là. Alors, il y a un petit bidule qui apparaît sur la galaxie. Là, vous prenez votre souris et vous l'étirez pour pour encercler votre galaxie. Ça ressemble à ça. Et là, vous appliquez, il doit y avoir un OK quelque part en bas, là, à gauche. Vous cliquez sur OK et vous obtenez le masque. Bon, évidemment, le masque est assez rough, là. On va l'arranger. Alors, ça, c'est mon masque. La galaxie est à côté. Alors, je peux appliquer le masque sur la galaxie. On verra. Bon, on n'a pas le temps d'expliquer comment, mais c'est facile, ça. Alors là, ce qui arrive, c'est que ce qui est transparent, ce qui est blanc est transparent. Ce qui est noir dans le masque est opaque. Donc, sur mon image de galaxie, ce qui est rouge est opaque et ce qui est transparent est transparent. On voit la galaxie. Bon, évidemment, mon masque est un petit peu rough là, parce que ça coupe carré. On va l'adoucir. On va faire ce qu'on appelle en chinois un feathering ou une convolution. Alors, je vais aller chercher un outil qui s'appelle la convolution. On va l'appliquer sur le masque et vous voyez que ça s'applique aussi sur l'image de la galaxie parce que le masque est appliqué sur l'image de la galaxie. D'accord? Bon, le masque, on peut l'inverser aussi. Tantôt, on va travailler sur le fond de ciel, donc je vais vouloir protéger ma galaxie, donc on peut facilement inverser le masque. Alors, à gauche, la galaxie est protégée, le fond de ciel est ouvert. Il est accessible. D'accord? Alors, je ramène le masque comme il devrait être parce que je veux travailler sur la galaxie. Et puis là, je vais essayer d'améliorer la structure de la galaxie. Bon, évidemment, quand c'est comme ça,
tachalant. Alors, on peut masquer le masque. En chinois, c'est don't show. Et, alors donc, mon masque est toujours là. Comment je sais que le masque est là? Attendez qu'on revienne ici. Le signet a changé de couleur. Il est devenu orangé. Sinon, s'il n'y a pas de masque, c'est gris. C'est un truc. OK. Alors donc, on va travailler sur la structure. Il existe plusieurs outils aussi. Je vais en prendre un qui est assez simple, qui s'appelle HDR Multiscale Transform, qui permet d'agir sur des structures de différentes dimensions. C'est associé à ce qu'on appelle ici le number of layers. Plus le chiffre est gros, plus les structures sur lesquelles on travaille vont être importantes. OK? Alors, si on veut jouer sur des petites structures, on va baisser le chiffre, etc. On peut aussi éventuellement cocher le masque qui est là. Bon, je l'ai coché sur les prochaines diapos, on n'aurait pas besoin parce qu'on a déjà un masque. Et puis, on peut choisir aussi ce qu'on appelle le scaling factor par défaut. Bon, par expérience, celui qui m'intéresse, c'est Gaussian. Alors là, j'ai appliqué cet outil-là sur la galaxie. Vous voyez la différence? Qu'est-ce qui est différent entre ça et ça? C'est le bulbe, hein? Le bulbe central. Moi, j'aimerais ça qu'il reste là, qu'il ne soit pas écrasé comme ça. Ça, c'est mon choix personnel. C'est sûr que les bandes de poussière sont un peu plus visibles ici, mais au détriment du bulbe. Je ne veux pas ça. Alors, ce que je vais faire, je vais augmenter le number of layers. Je vais passer à 8 et ça donne ceci. Le bulbe a rétréci légèrement, mais les structures sont pas mal plus belles. Alors, je compare ici l'image originale et l'image un peu plus détaillée, avec plus de structure. C'est léger. OK, on n'y va pas avec le bulldozer, là. C'est léger. Ensuite, bon, là, je vais réduire un peu l'intensité du fond de ciel. Ça ne sera pas très, très long. Alors, on va se servir encore une fois. Alors, j'ai inversé mon masque. Et puis là, j'ai pris mon histogram transformation. J'ai ouvert le real-time preview. Je vais tasser à droite. On est-tu là, ici? Ça, ici, là? Je vais tasser ça du côté droit et ça va réduire un peu l'intensité du fond de ciel. Un petit peu. D'accord? Si on regarde les statistiques, on les a-tu, les statistiques? Ah oui, là, il faut l'appliquer sur l'image complète, ce que je ne fais pas d'habitude, puis il n'y a rien qui marche. Et ça donne le fond de ciel maintenant qui est à 0.09, 8.09. OK, si vous travaillez en Photoshop, votre fond de ciel, vous le mettez à quoi? Sur 255, 20, 25? C'est à peu près l'équivalent. Et à l'époque, dans une autre vie, là, quand je m'en servais. OK. Maintenant, on va revenir à notre galaxie. Maintenant, j'aimerais améliorer la couleur. OK? Alors, il y a deux outils. Bon, il y a l'outil Color Saturation qui pourrait servir, mais qui sature globalement, indépendamment de l'importance de la saturation. Moi, je préfère utiliser le Curve Transformation, celui-là. L'intérêt, entre autres, c'est que, en fait, lui, c'est un multifonction. On peut choisir de. Attendez, on va souris, là. On pourrait modifier chaque couleur indépendamment, on pourrait modifier l'intensité, mais on va choisir ici la saturation. Alors, votre courbe de saturation est là. OK, je vais ouvrir le Real-Time Preview. Et tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter la courbe. Clic. En principe, il devrait y avoir une différence entre ça et ça. C'est léger. OK? Puis si vous trouvez que c'est trop léger, vous l'appliquez 2 fois ou 3 fois. À un moment donné, quand c'est trop, vous revenez. OK? Parce qu'on peut backtracker aussi dans PixInsight, là. On peut reculer. Et c'est pas, quand on fait une action, ce n'est pas final définitif. On peut revenir en arrière. OK, donc je suis content avec ça. Donc, j'applique ça sur mon image. OK? Et ça donne ceci. Bon, là, je regarde ça puis je dis, wesh, c'est vert cette affaire-là. Pas beau, hein? Vous avez le droit de dire que c'est pas beau. Bon, on n'a pas fini. Il y a un outil qui s'appelle, ben là, j'ai oublié le nom, là, mais je l'ai marqué ici. C'est la première fois que je trouve le nom. SCNR, un autre process qui permet de se débarrasser du vert. Ça s'appelle Subtractive Chromatic Noise Reduction.
Vous ne le saviez pas, hein? Moi non plus. Avant hier, je ne savais pas. Donc, en fait, si on regarde la documentation, ça s'applique pour quand le verre est bruyant, ça a l'air. Il y en a trop. Alors, on applique ça sur la galaxie. On a protégé le fond de ciel et ça donne ceci. Ah, ça, c'est pas mal plus cute. Alors, avant, après. Et là, je pense que mon image de galaxie n'est pas si pire. J'ai encore le temps, hein? OK. Parfait. Bon, là, là, je ne sais pas si vous voyez, il y a encore du bruit. On va en enlever encore un peu. OK, donc j'ai baissé mon denoise ici. Je suis passé de 0,8 à 0,6. Ça pourrait être 0,5 aussi. On l'applique. C'est un petit peu mieux. Bon, c'est pas trop exagéré. On continue. Alors là, je vais chercher mes étoiles maintenant. La seule chose, bon, je vais faire deux actions sur mes étoiles. Je vais les saturer un petit peu plus. OK, bon, donc, avec le même outil. Alors, je le fais une fois, je le fais deux fois, etc., etc. Je me rends compte aussi qu'il y a un petit peu de vert là-dedans. Ça devient un petit peu plus bleu, mais ça ne paraît pas vraiment. Là, je pense qu'à l'œil, sur l'écran, ce n'est pas vraiment pertinent. Mais bon, je trouve ça cute. Là, si on zoome, moi, je trouve que mes étoiles sont un petit peu trop crunchées. Je les aime un petit peu plus soft. Fait que j'applique la convolution et ça donne ceci. Avant, après. Bon, ça, c'est optionnel, ça, là. Faites ce que vous voulez avec ça, là. Après ça, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à combiner tout ça. Bon, alors, on pourrait combiner en faisant tout simplement une image plus l'autre, puis en créer une nouvelle. Mais des fois, ça ne donne pas le résultat escompté. Les couleurs ne sont peut-être pas tout à fait conservées. Alors, j'ai trouvé un script il n'y a pas longtemps, Screen Stars, qui permet de combiner tout ça en conservant les couleurs et tout ce qui vient avec. Si vous fouillez aussi sur Internet, sur des YouTube, là, vous allez probablement vous rendre compte qu'il existe aussi des combinaisons, des expressions mathématiques dans Pixelmath avec des opérateurs ou des inverses de ci puis de ça. Puis en tout cas, et moi, ça, j'ai trouvé ça, c'est super beau. Je pense que dans Image Blend aussi, il y a quelque chose qui existe. Anyway, bon, l'important, c'est de s'assurer qu'il existe un outil. Alors donc, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est tout simplement de venir ici placer l'image de la galaxie, OK, le Starless, de placer ensuite tout ce qui est ma souris, les étoiles. Ça va donner, oups, il ne faut pas que ça parte, ça là. Ça va donner ceci. Vous cliquez sur le petit crochet en bas à gauche et ça donne ceci. Votre image est finie. Bon, 7,5 sur 10, mettons. Là, on a fait ça vite, là. Bon. Alors, moi, je n'aime pas l'orientation de cette image-là. Alors, il existe des outils aussi pour la tourner comme on veut. Moi, je l'aime mieux autrement. Je l'aime mieux tourner à 180 pour commencer. En fait, là, on identifie pour commencer aussi. Ouais, il faut faire ça. On lui donne M31 RGB. Bon, ça, c'est cute. Ensuite, on va la tourner de 180. Alors, ça va twister comme ça. Là, j'aime bien que ça pointe vers en haut à droite. On fait un miroir et ça donne ceci. Ça, je trouve ça cute. Et ça, c'est personnel. Alors, pour terminer, donc, en principe, ça, c'est réglé. Ce qui est intéressant avec PixInsight, c'est que toutes les opérations qu'on a faites sur l'image pas d'étoile, elles sont toutes là-bas. Elles sont toutes ici dans l'historique. Elles sont toutes là. Alors, si jamais vous décidez que votre image n'est pas à votre goût, à un moment donné, vous revenez le lendemain matin et vous dites, wesh, qu'est-ce que c'est ça? C'est bien laid. Là, vous pouvez remonter. OK? Où est-ce qu'il est la souris? Alors, vous remontez ici jusqu'à ce que. Alors, vous cochez, puis vous retrouvez l'image correspondant à cette étape-là. Vous remontez, vous remontez, vous remontez. Puis éventuellement, ben, vous recommencez, vous continuez. Mais évidemment, si vous continuez, tout ce qui est après l'étape que vous avez choisie disparaît. On ne peut pas insérer des étapes dans la série qui est là. OK? Alors, on a ça ici. On peut sauver le projet. On peut sauver aussi l'image en JPEG, en PG, en PNG, whatever. Et ça donne ce résultat-là. Alors voilà. Donc, merci de votre attention.
Et on est prêt pour les questions. Peut-être. Oui, oui, oui. Ah, on va se cacher. Est-ce que c'est avant de combiner RGB ou après? Ben, en principe, d'après ce qu'on a vu là, ben, en fait, si tu fais du mono, tu vas avoir trois images comme moi, RGB. Là, tu vas les combiner. Ensuite, il y a certaines opérations, le retrait du gradient et bon, cropper, retrait du gradient et tout ça. Euh, Puis ensuite, la calibration des couleurs. Une fois que tu es rendu là, ça, c'est des opérations qui sont essentielles sur l'image linéaire. Après ça, là, tu peux stretcher. Je fais ça. Oui. Là, tu n'as pas à en faire. Mais, parce que, je pose la question parce que dans l'expérience avant, c'est sûr, le bon résultat que j'ai obtenu, c'est en stretchant les frames mono avant. À chaque fois, j'essaie de stretcher après avoir compris. En fait, si je perdais quelque chose avant à stretcher avant. Ah, ouais. Ben, tu dis que c'est pas beau en quel sens? Parce que j'en fais du narrowband, moi aussi, là. On regardera ça. Je suis pas capable d'aller chercher la même différenciation Des couleurs. entre les couleurs. OK, toi, tu fais du dual band, je suppose, à H-alpha ou 3, là? Ou c'est Je fais le H-alpha? SH. OK, SHO, OK. Ben, une chose que tu peux faire, bon, moi, j'en fais aussi un peu, là. Probablement que tu obtiens une dominante verte, probablement, là. Ça, je l'enlève avec un CNR. Ça, tu peux l'enlever avec SINR. Mais une chose que tu peux faire aussi, avant de combiner tes trois SHO, là, fais un linear fit. Oui, là, tu vois, Là, ça va être beau. quand je faisais des fit avant les combiner, je me rapprochais le plus des stretchés manuellement. On dit que quand je les stretch manuellement, ça fait des fit. Parce que mes intensités qui sont différentes, mes courbes sont différentes. Avant de stretcher, une fois stretchés, ils sont égalisés. Ouais, OK. Donc, Mhm. c'est. Parce Fait que que, dans le fond, je- le workflow est différent, mais est-ce que je perds quelque chose à stretcher avant? C'est ce qui me convient le mieux. bon, Donc, la question, là, si je résume pour que les gens entendent bien, là, c'est est-ce qu'on doit faire l'étirement de l'histogramme avant de faire l'empilement ou après? Non, on va faire la combinaison. Oui, avant de faire la combinaison. L'empilement, c'est combinaison. L'empilement, c'est prendre toutes tes subs et les mettre. oui, oui, oui. Oui, OK. c'est ça, La combinaison, c'est prendre des channels de différentes couleurs. si tu veux. Mais là, tu parles surtout du monochrome. OK. OK. Donc, toi, ce que tu pensais faire, c'est stretcher le H-alpha, le O3 puis le S2. Ouais, Puis après ça, les combiner. Pourquoi? Channel combination. Plusieurs outils. C'est vraiment trop. Ça va être utilisé pour combiner les trois. Ouais. Avec des poids différents. C'est sûr que si tu prêches avant, ben là, ces outils-là sont moins accessibles. Tu peux y aller avec le channel. Les stretch pas, tu peux y aller avec le. Avec Pixelmath, là. En linéaire, j'aurais d'autres. Et si vous parlez ou intervenez, parlez assez fort parce que il faut que les gens entendent. Ouais, c'est mon problème de prendre. J'ai d'autres questions, mais si d'autres gens ont des questions. Non, on va attendre une question en ligne. Là. Alors, comment ça marche? C'est sûr que le son est activé. Monsieur Mainville, vous pouvez poser votre question. Oui, c'est à propos de Game Mask. Tu as utilisé ça pour protéger la galaxie, mais dans ce cas-ci, à cause qu'il y avait d'autres galaxies, elles n'étaient pas protégées. Fait que c'est peut-être un défaut dans ce type d'image-là. Une galaxie qui est seule, ça travaille bien, ou un amas d'étoiles globulaires. Avant, tu utilisais, là, tu faisais une image en blanc là, c'était une copie de, mettons, du front du ciel, ça incluait toutes les petites galaxies qui pouvaient être autour de la galaxie principale pour protéger l'image. Mhm.
OK, bon, je comprends ta question. Ah, bon, je suis allé un petit peu vite, là. En fait, c'est pour probablement M110 là, qui n'était pas protégé. Ce qu'on aurait pu faire avec Game, c'est qu'on aurait pu produire plusieurs masques en même temps. Donc, j'en ai fait un pour M31, mais j'aurais pu en faire un autre aussi pour M110. Et puis, travailler sur les deux galaxies en même temps. Ou j'aurais pu aussi faire un masque, travailler sur une galaxie, faire un autre masque sur M110, puis faire un traitement différent sur M110 aussi. Ça peut OK. se faire aussi. OK, c'est le Mais truc. mettons que j'ai coupé les coins ronds un petit peu, là. OK, merci. Ça fait plaisir. OK, si on a une autre question dans 2 minutes, là. Ah, OK. Ah, ben, il y a un monsieur ici. Parler des galaxies, mais quand on fait des nébuleuses, Oh, quelle sorte de masque? Donc, quelle sorte de masque on utilise pour des nébuleuses? bonne question. Alors, à ce moment-là, ça va être autre chose, là. Ça peut être un masque de luminance, c'est-à-dire qu'on extrait la luminance de l'étoile, de l'image couleur, et puis là, avec histogramme, on essaie d'améliorer le blanc puis de réduire le noir. On peut servir aussi de range selection, qui est un autre type de masque avec lequel on a un curseur qui va permettre de sélectionner les zones les plus lumineuses ou moins. Euh, je pense qu'il existe aussi des color masks qui permettent de sélectionner euh, les, les- les différentes sections de la nébuleuse en fonction de la couleur. Entre autres, bon, ça, c'est un toolbox, par exemple, qui est peut-être, je ne sais pas s'il vient avec PixInsight ou pas, là, mais ça fait longtemps. Dans Toolbox, il existe un script qui s'appelle Selective Color Correction, où là, tu peux sélectionner la couleur, il va produire lui-même son masque, et ensuite, tu peux jouer avec les curseurs de couleur pour augmenter, diminuer la couleur ou l'intensité ou la saturation. C'est plus, pour des nébuleuses, c'est un bon outil. Il faut fouiller un petit peu, là. Mais pas Game, non. Non. Non, on va arrêter, on va passer à l'autre présentation parce qu'il y a le temps. Mais l'avantage du colloque, quand on est en présentiel, c'est que les conférenciers sont sur place. Alors, pendant les pauses, c'est le temps de les bombarder de questions s'il faut. Ils sont là pour ça. C'est pour ça que vous êtes ici, hein. C'est plus facile quand on est en présentiel que quand on est en Zoom. On va manger du McDo, moi. Non, non. OK. Thank you very much, Paul. That was very interesting. Oh non, c'est en français, c'est vrai. Excusez. En chinois, non?